Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans Anaïs se fait des films, le podcast où on aime les grosses tondeuses. On enregistre un épisode très spécial aujourd'hui pour plein de raisons. Tout d'abord parce que je suis accompagnée de l'acteur, scénariste et réalisateur Xavier Lacaille. Et aussi parce qu'il s'agit du tout premier épisode enregistré en public de Anaïs se fait des films. On est au Majestic Bastille à Paris. Salut tout le monde. On vient de visionner Une histoire vraie, un film qui est sorti en 1999, sorti par Disney. Et un film, et oui, réalisé par David Lynch, immense cinéaste, artiste, peintre, musicien, influenceur capillaire et amateur notoire de quinoa. Xavier, est-ce que tu aimes David Lynch ou est-ce que tu connais bien sa filmographie ou pas du tout? Non, je connais très mal David Lynch. Je pressens que celui-ci détonne un peu avec le reste de sa filmographie. Ouais. Mais non, je connais trop mal pour le placer de manière pertinente. T'as vu quoi de David Lynch? Petit examen surprise. Là. Mulholland, Drive. Bon, on n'a pas le temps. Hein. J'avais vu Inland Empire. Ouais, Inland Empire, ouais. Et un troisième dont je me souviens pas, donc j'ai pas dû le... Voilà. Pas trop aimé, quoi. Non, pas trop aimé. Blue Velvet, Lost Highway. Lost Highway, ouais. Bien joué. Ok. Et donc c'est mon quatrième. Ok. C'est mon quatrième Lynch. Bravo. Effectivement, c'est un film qui détonne un petit peu dans la filmographie de David Lynch. Lynch qui est plus connu pour faire des films très sombres, très violents, plutôt oniriques. Il est connu pour faire des films incompréhensibles, même si moi je pense qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre dans ses films parce que c'est purement sensoriel, mais clairement, des histoires linéaires comme ça, il en a pas fait beaucoup. Là, c'est vraiment une exception, et c'est aussi le seul film de sa filmographie qu'il n'a pas écrit ou coécrit. Donc ça explique aussi peut-être pourquoi il est un petit peu plus linéaire et traditionnel que les autres. Est-ce que ça correspond à l'idée que tu te faisais d'un film de David Lynch ou tu espérais autre chose? Bah oui et non, parce qu'en fait, il est très donc linéaire, comme tu dis, très. La narration est simple, elle est même les raccords. Donc là, je parle des fondus, de la superposition. Sur le papier, c'est très très classique, mais en fait, ça devient une grammaire du film qui s'impose comme étant, il y a quasiment jamais de cut. Il y en a évidemment, mais ils sont estompés par ça. Et c'est quasiment étrange et expérimental à la Lynch de se dire que ces fondus qui sont traditionnels et vraiment même en deviennent presque étranges, quoi. Ouais, bah en fait, Lynch est connu pour installer une temporalité très particulière dans ce qu'il fait, par exemple dans Twin Peaks et notamment Twin Peaks The Return. Il y a une séquence où il y a un mec qui passe le balai dans un bar pendant, je crois que ça dure 9 minutes, c'est un plan séquence, c'est juste un mec qui balaie. Moi, j'adore cette grammaire, comme tu le dis, puisque il apprend au spectateur à regarder son film, à regarder sa série. Il nous apprend la temporalité qu'il va utiliser. Et là, en fait, dès le début du film, on comprend. Il y a tellement de plans, ça met tellement de temps à s'installer. Je crois que Alvin, on le rencontre au bout d'une petite dizaine de minutes. Bah, en fait, tout de suite, ça nous apprend à être patient. Et moi, j'aime beaucoup ça. Enfin, je trouve que c'est assez méditatif comme expérience. Absolument, c'est assez hypnotique. Ouais, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, tu as prononcé le mot expérimental. Il se trouve que David Lynch a lui-même dit à plusieurs reprises que ce film était son plus expérimental. Bon, David Lynch est un petit troll aussi, il faut le savoir, mais... Se moque de nous. Mais est-ce que tu vois pourquoi il a pu dire ça? Ouais, absolument. Déjà, donc ces fondus-là sont très étranges, sont irritants au début. Tu te dis, si tu te dis pas que c'est un grand cinéaste, tu te dis c'est un mauvais cinéaste. Donc heureusement qu'on le sait que c'est un grand cinéaste. Même la direction d'acteur, elle est gênante dans le bon sens du terme. C'est absolument pas naturaliste. À part Alvin qui, lui, je sais pas si c'est parce qu'avec le temps, on apprend à l'apprécier, à apprécier son jeu, mais tous les autres personnages ont un registre de jeu qui détonne avec... parce que c'est pas un film si vieux, c'est les années 90. Ouais, 99, ouais. On connaissait déjà la méthode acteur studio, on avait déjà vu des acteurs très naturalistes. Et pourtant, là, il y a vraiment quelque chose qui me dérangeait, quoi. Je disais, mais bah ouais, c'est trop bizarre, c'est pas naturel, ça n'existe pas. Et en fait, c'est tout le cœur de ce film, c'est de créer un univers qui n'existe pas. Il y a des cinéastes qui disent que chaque film est un univers, et celui-là, c'en est un. Et en plus, je me suis raconté, parce qu'il y a beaucoup de films qui traversent les États-Unis, et cette espèce de notion de voyage, et à un moment, il dit que ça fait 5 semaines.
Je les ai pas ressentis, les 5 semaines. Je me dis, tiens, il se moque de moi parce qu'il m'a montré les mêmes paysages. Il m'a pas fait voyager réellement. Parce qu'en fait, de fait, il ne voyage pas. Ouais. En tracteur, tu ne peux pas voyager. Et donc, cette espèce de répétition du même paysage, de la même espèce de symbole du tracteur, c'était frustrant. J'avais envie de voyager et j'ai pas voyagé. C'était immobile. Et en ça, c'est expérimental. Ouais, c'est vrai que oui, le frustrant est un bon mot pour décrire aussi beaucoup de la filmographie de Lynch. Et je pense qu'il prend plaisir à frustrer le spectateur. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, il nous force à casser un peu les barrières qu'on a l'habitude d'avoir, ou en tout cas les réflexes qu'on a l'habitude d'avoir quand on regarde un film. Et il nous force à regarder les choses autrement. Pour la petite info, le film donc s'appelle The Straight Story en anglais, il s'appelle Une histoire vraie en français. C'est une histoire vraie. Alvin Strait a effectivement accompli ce voyage en tondeuse en 94, je crois. C'était un voyage de plus de 400 km. Avec une tondeuse donc qui roulait à 7 km/h. Et je pense que notamment la séquence avec les vélos permet aussi de montrer ça, de montrer que même les vélos le dépassent aisément. Ouais. Donc effectivement, le gars n'avance pas. Enfin, il se balade, mais en tracteur, il peut rien faire. Enfin, c'est même pas un tracteur, c'est une tondeuse. C'est marrant parce que tu dirais que David Lynch n'a pas envie de faire un road movie, c'est trop classique, c'est un genre en soi, et que le seul moyen de le faire, c'est de le réinventer. Et il s'est dit, je vais faire un road movie où il n'y a pas de road, quoi. C'est clair. Il y a un movie. Ouais, je crois que dans mes notes, j'avais noté un truc, genre c'est pas Fast and Furious, c'est Slow and Sad, quoi. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. Et moi, je pense que ce qu'il y a d'expérimental aussi pour lui, en tout cas, c'est la manière dont il a filmé. En gros, ils ont tourné en séquence. Donc déjà, ça, c'est quelque chose d'assez rare. Mais donc ça veut dire qu'ils ont filmé dans le même ordre que les scènes que vous voyez là dans le film, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ils ont filmé sur la vraie route qui a été empruntée par Alvin Strait. Donc c'est les vrais lieux qu'on voit. Et tu parlais du jeu d'acteurs. En fait, à part les 3 ou 4 rôles principaux, c'est que des acteurs locaux. C'est que des personnes qui habitent vraiment dans ces endroits-là. Et Lynch aime aussi beaucoup travailler avec des visages qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma et avoir des performances qui peuvent être parfois un petit peu étranges. Et là, c'est vrai qu'il y a un peu de tout dans le film, mais il y a des séquences, par exemple la séquence avec le vétéran, ce mec qu'on n'a jamais vu, qui a 2 scènes dans le film et qui nous sort une performance incroyable. David Lynch est très très fort pour ça. Ouais. Il faut quand même te demander de résumer le film, puisqu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter plus tard qui ne l'auront pas vu. Alors est-ce qu'en 30 secondes environ, tu peux résumer Une histoire vraie? C'est l'histoire d'un homme qui en a marre d'attendre la mort et décide d'aller faire un dernier voyage. Bien résumé. Voilà. Très cryptique, mais ok. Mais en même temps, en fait, t'as 2 pitchs. C'est l'histoire d'un mec qui fait un road trip sur un tracteur et pour aller voir son frère. Et t'as une version où tu dois parler de la mort et de la vieillesse, quoi. Totalement. Alvin Strait, donc, qui est ce personnage principal, comment tu le décrirais? C'est un homme qui a trop vécu pour parler, je pense. On l'a par bribes quand il dit qu'il a eu 14 enfants, dont 7 ont survécu. C'est drôle d'ailleurs de dire... Non, pardon, en français, ils le traduisent, 7 ont survécu, et en anglais, il dit il y en a 7 qui sont morts. Et c'est drôle de dire que le traducteur a décidé quand même de faire un choix qui va, pour moi, à l'encontre presque de ce qui est raconté. Il choisit de dire l'inverse de ce qui est dit pourtant. C'est le verre à moitié plat ou à moitié vide, et ça caractérise profondément ce personnage. Et j'aurais jamais fait cette traduction-là, elle est erronée profondément. Putain, je vais retrouver le traducteur. Mais du coup, je pense qu'on peut le retrouver. On va le retrouver ce soir. Sortez vos téléphones. Non, mais je trouve que c'est quelqu'un il a tellement vécu, et ça parle de la vieillesse et de la discussion qu'ils ont avec les jeunes cyclistes. En dit long, il a tellement vécu que c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi. Et parfois, il va nous dire un truc qui va nous envoyer dans les limbes. Ce personnage est joué par Richard Farnsworth. Je voulais parler un petit peu de lui parce que son histoire est assez impressionnante. C'était un cascadeur à la base. Il a travaillé avec Cécile B2000. En fait, il a commencé à jouer plutôt tard dans sa carrière et il avait même pris sa retraite au moment de tourner ce film-là. C'est son dernier film. Il a joué dans Spartacus, il a joué dans Autant en emporte le vent, mais tout ça en tant que cascadeur. Et plus tard dans sa carrière, il a commencé à avoir des petits rôles. Et là, donc, c'était le rôle principal. David Lynch a tout de suite pensé à lui. Il a dit non. Donc David Lynch a demandé à John Hurt. John Hurt a dit oui. Et puis finalement, Richard Farnsworth a changé d'avis. Donc David Lynch a dû virer John Hurt pour le reprendre lui. Hello John, j'ai un truc à te dire. Voilà, un peu relou, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où il a accepté de tourner dans le film, Richard Farnsworth venait d'être diagnostiqué d'un cancer en phase terminale. Oh, wow.
Et donc, il était effectivement très malade pendant le tournage. On le voit souffrir physiquement et c'était pas du tout un jeu, quoi. David Lynch en a parlé après en disant que il l'avait gardé pour lui, qu'on n'avait sans doute pas réalisé à quel point il souffrait sur le tournage jusqu'à ce qu'il le découvre plus tard. Mais il était très malade et donc ça a été son dernier rôle. Il a été nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour ce film. Il ne l'a pas eu, c'est Kevin Spacey qui l'a eu pour American Beauty. Voilà. Et en fait, désolé, ça va devenir hyper glauque, hyper vite. Ça devient glauque, je te cache pas que là, ça devient glauque. T'es en train de nous perdre. Déjà, j'ai sorti Kevin Spacey. Fais-nous une blague, Ça casse Alors, l'ambiance. Je rattrape le truc là après. Prépare la blague, parce que ça va être un peu lourd. Donc, Richard Farnsworth, qui était très malade, peu de temps après, s'est suicidé par balle. Il avait décidé, voilà. Désolé, je ne sais pas comment vous faire rigoler là-dessus. Le bouquin est en vente après, voilà. Ouais, exactement. La petite dédicace, 14,50 €. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Et David Lynch a dit, il en parle dans ses mémoires, et il dit c'était un vrai cow-boy. En gros, il savait qu'il était malade et il a dit le jour où je sens que je ne vais plus pouvoir utiliser mes bras le lendemain, bah je passerai à l'action. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et donc c'est très triste, mais c'est vrai. Vas-y, continue. Hein. Non, mais... Non mais c'est sublime c'est extraordinaire quand la fiction et le réel c'est plus que communique, quoi. Ils se fusionnent, là. Bah ouais, et en fait, ça prend tout un autre sens de voir le film en sachant tout ça. Et enfin, j'ai encore tellement d'autres trucs glauques à te raconter sur ce film que vraiment... Peut-être, attendons peut-être. Voilà, c'est ça. Mais oui, moi, ça me rend d'autant plus triste de le voir comme ça, parce que, bon, en plus, c'est un acteur que je trouve assez merveilleux, et c'est fou qu'il ait passé une grande partie de sa carrière à être cascadeur, parce qu'il a un visage extraordinaire, en fait. Il est hyper expressif, et donc tu regrettes limite qu'il ait pas eu plus de rôles, que personne connaisse son nom, en fait, parce qu'il est vraiment génial. Après, il y a des belles cascades dans le film. Hein, c'est vrai. Avec ce tracteur. Bah ouais. C'est quelque chose, quand même. Je me suis demandé si c'était un précurseur de Fast and Furious pour de vrai. Hein. Le moment où il a plus ses freins, là, où il est en train de descendre la colline. C'est inconscient, je pense. C'est inconscient. Faudrait en parler au réalisateur de Fast and Furious. Il serait très surpris de cette question. Je me suis demandé aussi si c'était lui qui avait inventé la van life. Parce que on est un peu là-dessus, en vrai. Hashtag van life, totalement, ouais. Le gars passe 6 semaines à dormir dans son petit camion. Franchement, si tu fais un petit fragment du film, tu mets en reel sur Instagram, c'est sûr. Bah c'est sûr que ça cartonne. Avec ses petits hot dogs crus qu'il mange sur son tracteur. Je suis sûr que chez Naturalia, ils vont vendre des faux sticks en bois et tu vas partir avec ça. C'est ça. Bon, c'est pas aussi écolo que la van life telle qu'on la conçoit aujourd'hui, mais... Mais quoique, tu mets des veggies saucisses, tu trouves un truc, franchement, et tu le traduis sur Insta, c'est pas mal, ouais. Bon, il faut que je parle du reste du générique parce qu'on a quand même du lourd. On a aussi Angelo Badalamenti à la composition de la musique, voilà, qui est le GOAT, qui a fait la musique de Lost Highway et Mulholland Drive. Donc en fait, il a juste fait et Twin Peaks aussi. Le thème de Twin Peaks. Tout à fait. Et d'ailleurs, le début, on a l'impression que c'est un peu la musique de Twin Peaks. Absolument. Ouais. T'as une vidéo exceptionnelle de Angelo Badalamenti, donc le compositeur, qui raconte comment Lynch et lui ont trouvé la. Tu l'as vu cette vidéo? Ouais, où il dit Oh Angelo! Oh my God, Angelo! En gros, il y en a qui ont vu cette vidéo ou pas? C'est pas pornographique, hein. Mais en gros, c'est Angelo Badalamenti qui est chez lui, et donc il y a un journaliste qui lui demande raconte-nous, donc il est trop content de raconter, et il dit voilà, Lynch est arrivé, il était là, il s'est assis là, et il était là, il me regardait droit dans les yeux, donc le gars, il revit la scène, je pense, tous les jours, et il me raconte l'histoire, on est dans la forêt, Angelo, on est dans la forêt, et genre, Angelo fait, moi je pense que c'est faux son histoire. Angelo, il fait un accord qui est sublime, c'est l'accord de Twin Peaks. That's it. It's very beautiful. Et là, il fait Oh yeah, that's it, Angelo, that's it. Moi, je le crois pas. Je pense que Lynch, il a entendu plusieurs fois des accords. Moi, je le crois totalement. Tu crois? Ouais. Mais je veux y croire. Je veux y croire. Ouais, il continue de lui raconter. Et là, il y a une petite fille dans la forêt. Et là, je fais ça. Il fait Oh, Angelo, on y est, c'est ça. Ne touche plus à rien. Je pense que vraiment, il nous mytho, mais tellement fort. Merci. Est-ce que tu avais aussi la vidéo où David Lynch cuisine du quinoa? Parce que j'aimerais bien que tu nous fasses la reconstitution aussi. J'ai pas encore ça. Je le veux. Ok. Mon prochain podcast, je te fais venir pour que tu nous mimes. J'ai choisi ce film comme film de Noël. Tu penses que c'était un bon choix? Mauvais choix. Mauvais choix. En plus, le mec qui a le cancer, c'est pas une bonne idée. C'est vrai. Pourquoi Explique-nous pourquoi film de Noël. Parce que je trouve que c'est assez feel good et que c'est un peu les valeurs, je pense que... Non, vous trouvez pas ça feel good? À la fin, il retrouve son frère et son frère est pas mort. Non, c'est vrai, t'as raison. Non, en vrai, c'est...
Non, c'est vrai, Ça aurait pu être bien pire, T'as quoi. raison. Franchement, on s'attendait tous à ce que le mec, il est dead. Bah, on est d'accord. Il est comme ça sur le canapé. Une overdose. En fait, on voit que le mec, c'est un vieux crackhead. C'est pour ça qu'ils sont engueulés. T'as pas eu un petit stress à la fin quand il appelle son frère et qu'il n'y a Non. pas de réponse? Non. Je suis désolé. J'avais pas de stress. J'étais pas du tout stressé. Ok, bah écoute, je suis ravie. T'es pas quelqu'un d'anxieux, quoi. Mais je sentais venir le feel good. Je sais pas pourquoi. Aussi peut-être parce que je l'ai dit au début du Ah film. bah, je le sentais pas, je le savais, ouais. Au générique, on a aussi Mary Sweeney, qui est donc la co-scénariste de ce film, qui est la monteuse de David Lynch, qui a monté beaucoup de ses films et qui a été sa femme pendant 15 ans. Donc ils ont eu une très très longue collaboration, ils ont aussi eu un fils ensemble, donc ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Et donc c'est elle qui avait lu un article sur Alvin Strait, qui a trouvé l'histoire absolument incroyable et qui a voulu l'écrire. Quand elle a parlé de son envie à David Lynch, il a dit « ça m'intéresse pas du tout ». Et en fait, une fois qu'elle avait fini le scénario, il l'a lu et il s'est dit « ok, là je vois ce que je peux faire avec ». Qui a écrit le scénario? Mary Sweeney. Elle-même? Ouais. Elle est la monteuse, Et la Jack scénariste. Roach, ouais. Exceptionnel. Ouais. Génial. Et donc je pense que ça explique aussi pourquoi c'est quand même très différent dans le ton de beaucoup de films de David Lynch, puisque David Lynch a écrit ou coécrit tous ses autres films, mais il est connu pour pas avoir un scénario totalement prêt au moment où il se met à tourner, quoi. T'aurais pu t'arrêter plus tôt. Il est connu pour pas avoir un scénario. Exactement. Il y va au feeling, quoi. Donc là, Angelo il est pareil, je pense, dans un scénario dès qu'il a les trois phrases. exactement. David, c'était même pas le scénario là. C'est juste un flyer. On a aussi à la production design, le chef décorateur Jack Fisk, qui est un immense chef décorateur qui a aussi travaillé sur There Will Be Blood, The Revenant et la plupart des films de Terrence Malick. Il a rencontré Sissy Spacek sur La balade sauvage de Terrence Malick et c'est sa femme. Donc Jack Fisk et Sissy Spacek qui jouent dans ce film sont mariés depuis moult années. Ok. Et ils sont très potes avec David Lynch puisqu'ils l'ont rencontré sur son premier film, Eraserhead. Ok. Jack Fisk l'a aidé à faire tous ces petits décors. Le saviez-vous? Voilà. Et Jack Fisk est aussi le chef décorateur de Marty Supreme, qui n'est pas encore sorti, mais Attends, mais qui il a est quel âge? un excellent film. Il a 79 ans, je crois. Il est Ok. très fort Il est très fort. Et ben Ouais. donc. et très vieux. Toujours dans le coup. Ouais. Comme quoi. Et enfin, chef de la photo, Freddie Francis, qui avait déjà bossé avec David Lynch sur Elephant Man, qui est peut-être son autre bien sûr, film, Elephant Man. Formidable. voilà, un peu plus linéaire, un peu plus normal. Ouais. Et pour revenir encore une fois à l'ambiance de la soirée, ce fut aussi son dernier film à Freddie Francis. Nickel. Voilà. C'est foutu en l'air également juste après le tournage. Je crois pas qu'il soit mort par balle, mais voilà, c'était Non. aussi. Ça... Non, non. De quoi est-il mort à votre avis? Une leucémie, un cancer ou un suicide? Bon. Je savais que je pouvais compter sur toi C'est pour superbe. ramener un peu l'ambiance. Je savais que je pouvais Dans compter ce sur toi podcast. pour la Pour la plomber. détruire C'est top. C'est super. de phrase en phrase. Le film s'ouvre avec un plan dans un jardin, un petit jardin d'une maison de campagne, suivi d'un accident en hors-champ, puisqu'on voit pas exactement ce qui se passe, mais Alvin va trébucher chez lui. Et c'est un plan qui rappelle beaucoup Blue Velvet de David Lynch, puisque c'est aussi comme ça que s'ouvre Blue Velvet. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu dans la salle, mais on a cette petite palissade blanche avec l'herbe, une sorte de scène un peu idéale de l'Amérique, voilà, pavillonnaire. Et puis il y a un mec qui est en train d'arroser ses plantes, qui fait une crise cardiaque, qui s'effondre au sol et qui meurt. Donc on a là quand même quelque chose de très lynchien, même si ce film semble pas au premier abord lynchien, en fait, il l'est plus qu'on ne le croit. Et donc on découvre Alvin, qui va pas très bien. Chaque fois qu'on dit Alvin, je pense à Alvin et les Chipmunks, moi. Ouais, moi aussi un peu. Ouais, on n'est pas. Je suis le seul. Ouais. Je voulais te demander si tu avais repéré d'autres éléments un peu lynchiens dans le film, mais vu que tu connais super mal la filmo de David Lynch. Non, franchement, je pourrais pas. Je vais pas faire T'as genre. vu Twin Peaks? Oui et non. Ok. J'ai pas trop vu. J'ai pas tout vu. J'ai senti un petit frémissement dans la salle à un moment. Oui. C'est quand il va récupérer sa nouvelle tondeuse, puisque la première ne marche pas. Et donc, il va en acheter une un peu plus neuve, qui va quand même pas marcher jusqu'au bout. Et elle lui est vendue par Everett McGill, qui jouait Big Ed dans Twin Peaks, qui est un régulier aussi des castings de Lynch. Et donc là, qui est un des seuls acteurs, encore une fois, qui n'était pas de la région et qui était un peu confirmé au casting, avec Sissy Spacek. Pour un tout petit rôle. Ouais, mais il est très le gars. pote. En fait, Lynch est vraiment travaille avec ses potes et Ok. donc il a toujours un petit peu, que ce soit Mary Sweeney, sa monteuse, Everett McGill, Jack Fisk, c'est quand même toujours les mêmes personnes qui reviennent. Ok. Et Harry Dean Stanton qui a cette fabuleuse dernière scène aussi, bon, qui est principalement connu pour avoir été dans Paris, Texas, qui est bien sûr. un visage Ok. très expressif et Ouais. c'est pour ça que Lynch l'a pris aussi parce Ah qu'il ouais. s'est dit bon bah qui je peux Une trouver pour nous faire Voilà. pleurer en 5 secondes. Ouais. Harry Dean Stanton, le bien. visage le plus triste de l'Amérique.
générique. Brillant. Et Harry Dean Stanton a aussi joué plusieurs fois avec David Lynch, et notamment dans Twin Peaks The Return. Mais très très grand acteur. Et oui, Lynch en fait a un peu un casting régulier qui revient Oui. assez souvent. Par contre, Sissy Spacek, c'est la première fois qu'elle joue chez lui, et c'est vraiment parce que c'est sa pote, encore une fois. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de son interprétation? Elle joue Rose, la fille d'Alvin, qui a un défaut d'élocution. Oui. J'ai trouvé ça très intéressant. Ok. Je pourrais pas dire que c'était pas gênant au début, donc je vais pas le dire. Ce qui veut dire que j'ai trouvé ça gênant au début, mais en fin de compte, j'ai trouvé ça très intéressant, et comme tu le disais, il nous apprend, il nous éduque, il nous donne les règles. Je pense que ça peut être un petit peu gênant au début. Enfin, en fait, il y a un discours qui est beaucoup plus répandu aujourd'hui, en fait, sur le fait de jouer un handicap ou pas. Oui, absolument. Et donc là, c'est vrai qu'au début, on peut être un peu crispé de se dire, oula, c'est un peu intense, et on sait en plus, comme Sissy Spacek est une actrice connue, qu'elle ne parle pas comme ça dans la vraie vie. Mais je trouve que le film a une telle bienveillance envers ce personnage que on passe vite outre, parce que justement, on comprend qu'il n'y a pas tant de problèmes que ça. Enfin, elle a un défaut d'élocution, mais c'est tout, quoi. Absolument. Ouais. Et qu'elle est respectée en fait par la plupart des gens dans le film, même si elle a une histoire assez tragique. Enfin, son personnage a une histoire tragique, puisqu'on apprend qu'elle a perdu la garde de ses enfants. Un petit peu. Elle a perdu, oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est un peu la merde, ouais, effectivement. She was a real good mom. She had 4 kids. One night, somebody else was watching the kids, and there was a fire. Her second boy got burned real bad. Rose had nothing to do with it, but on account of the way Rose is, the state figured she wasn't competent to take care of them kids, and they took them all away from her. Qu'est-ce que tu as pensé du moment où on apprend qu'elle a perdu la garde de ses enfants, avec ce petit fondu où on la voit regarder au loin par la fenêtre? Pour moi, c'est un peu le seul moment du film où je suis un peu en mode... c'est un peu sirupeux, quoi. Avec la petite musique. C'est complexe d'apprécier des moments aussi littéraux et très... Enfin, c'est même étonnant. Tu te dis, tiens, il ne poétise pas les choses, il les illustre. Ce qui lui ressemble pas, il doit y avoir quelque chose que j'ai pas compris. Je pense, sensoriellement, il doit y avoir quelque chose de plus, ou alors juste... c'était de la merde, et il aurait pu faire mieux. Je sais pas. J'ai trouvé ça très littéral et très illustratif. Ouais, en fait, c'est comme le moment où Alvin apprend que son frère a eu un AVC. Ouais. Et il y a un orage à ce moment-là, et le tonnerre retentit pile au moment où il apprend. Ça aussi, c'est un petit peu appuyé. C'est expressionniste à la limite. C'est pas illustré. Il y a une métaphore grossière. L'orage m'apporte son introspection, son état intérieur. C'est une métaphore grossière, mais c'est pas illustratif non plus. C'est aussi le moment où j'ai pu manger des M&M's sans faire trop de bruit, donc bien vu. Merci à cette scène. Avec plaisir, merci David. Il faut qu'on parle de ma scène préférée, parce qu'il va arriver plein d'aventures à Alvin sur la route, même s'il avance pas très vite. Il rencontre quand même beaucoup de monde, et il lui arrive plein de choses. Et il y a une scène, moi, que j'adore dans ce film, parce que pour moi, c'est la plus lynchienne. Est-ce que tu as une idée de laquelle c'est ou pas du tout? La scène dans le bar? Non, même si j'aime beaucoup cette scène. Non, ma scène préférée, c'est la scène avec la biche. Ah, bien sûr. Bravo à la biche. Bravo à la biche. Qui est morte vraiment, elle est morte sur le tournage. Elle était malade. Et elle a été torturée. Ouais. Merci. C'était son dernier film, également. C'est ça. Elle savait qu'elle en avait plus pour longtemps. Ouais. Et elle était mariée donc avec le chef d'éco. Qu'on retrouve aussi dans Twin Peaks, qui accompagne David sur plusieurs films. Qu'est-ce que tu as pensé de cette scène, de cette pauvre meuf qui a tué 13 biches en 7 semaines? Mais en fait, elle est assez... On va se remettre dans la scène. Allez. Donc, on a un plan sur Alvin et le chipmunk, qui est au volant de son truc, et il y a une voiture qui passe. On voit bien qu'il y a des... Alors, c'est une petite incohérence, mais c'est pas grave. Les pointillés sont sur l'intérieur de la route. Donc, en fait, elle a le droit de dépasser. Ensuite, on part vraiment dans une analyse code de la route, quoi. Absolument. Okay. Et parce qu'en fait, c'est un découpage qui est très précis et qui, je pense, pallie à un manque de moyens ou à un manque d'inventivité de David Lynch, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas très connu pour manquer d'inventivité. Non, c'est vrai. C'est peut-être le manque de moyens. Mais je pense que comme c'est un film qui détonne, il a voulu vraiment nous faire un fuck et dire cet accident, tu ne le verras pas et je vais le filmer. Et donc, en fait, il crée la tension en faisant... un triple zoom, tac, 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 sur les 3 mouvements sonores qui sont frein, klaxon et choc. C'est un 3 temps. Et ensuite, il nous montre ce panneau avec marqué « No Passing Zone ». Donc, ce qu'on croit à ce moment-là, c'est que, en fait, à cause de lui, elle est décédée parce qu'elle l'a dépassé alors qu'elle n'avait pas le droit. Et après, c'est moi qui suis glauque. Oui. Et en fait, donc j'ai trouvé que c'était... j'ai pas trop aimé, à vrai dire.
Ok. Elle avait le droit de passer. Il y avait les pointillés qui étaient à l'intérieur de la route. Et je ne trouve pas ça normal qu'on me dise qu'elle n'avait pas le droit de passer alors qu'elle avait le droit de passer. Et c'est faux. Mais au final, elle tue une Et biche. au final, elle tue une biche. C'est ça le. Ouais. Non, c'était hyper intéressant. Et puis elle est complètement dans une espèce de folie et qui a fait rire les gens. J'ai remarqué que vous avez bien rigolé à ce moment-là. Ouais. Moi, ça me fait beaucoup rire. Ouais, j'ai vu. Je trouve que c'est vraiment le moment le plus absurde en fait du film parce qu'on comprend pas pourquoi cette meuf est si en colère jusqu'au moment où elle nous explique qu'elle tue des biches à chaque fois qu'elle emprunte cette route et elle est en burn-out de homicide de biches en fait. Enfin, elle en peut plus. L'actrice, pareil, c'est une actrice qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vue. Ah oui, je me demandais. D'accord. Qui est géniale. I've tried everything a person could do, and still, every week, I plow into at least one deer. I have hit 13 deer in 7 weeks driving down this road, mister. And I have to drive down this road every day, 40 miles back and forth to work. I have to drive to work and I have to drive home. Where do they come from? He's dead. And I love deer. Et en fait, moi, ça me rappelle une scène que j'adore, mais qui a été tournée bien après, mais dans Twin Peaks The Return, si vous l'avez vu aussi, il y a un moment où il y a des bouchons et une femme qui arrête pas de klaxonner et qui est en crise de panique parce que sa passagère, qui est une jeune fille, est malade. Et elle arrête pas de crier « she's sick, she's sick ». Et en fait, à force de cette scène dure très longtemps et à la fin, la passagère qui est à côté se relève comme un zombie et se met à se vomir dessus. Wow. Et la meuf qui est au volant, qui arrête pas de crier, fait ah 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 pendant genre très très longtemps. Super. Et cette scène est absurde et je crois que c'est une de mes scènes préférées de toute la filmographie de Lynch. Okay. Et quand je l'ai vue, ouais, Trop bizarre. ça m'a rappelé ce moment qui est pour le coup absolument pas nécessaire en fait au récit, alors qu'il y a plein d'autres personnes qu'il rencontre dans le film qui vont lui servir à quelque chose. Oui. Là, il n'a pas besoin de croiser la route de cette femme, ouais. mais c'est aussi le moment le plus violent du film. Ouais. Et moi, j'aime bien parce que justement, dans un film qui est pas si violent que ça, David Lynch a toujours un peu cette violence sourde en fait dans ses films. Et là, on sent qu'il y a ça, c'est-à-dire que c'est un film qui est très lumineux, sur l'Amérique un peu pastorale. Tout le monde est hyper généreux, hyper sympa. C'est un peu l'Amérique qui n'existe plus. Mais au milieu de tout ça, il y a quand même une meuf qui est maudite parce qu'elle bute des biches tous les 4 matins et j'aime bien ça en fait. Je trouve que ça nous ramène un petit peu, en fait ça empêche le film d'être trop sirupeux justement, d'avoir une scène comme ça un petit peu absurde, un petit peu violente. Ouais, t'as raison. Et c'est drôle effectivement, enfin c'est drôle, c'est cette Amérique là qui est une Amérique, je sais pas si c'est une espèce d'ironie qui nous met en place ou si c'est parce que l'histoire elle est tellement simple et elle est tellement enfin, je veux dire, elle incarne tellement ce fantasme d'une Amérique, comme tu dis, fraternelle, où quand même la religion est à la belle place. Il y a quelque chose de... Je ne sais pas si c'est du fantasme, de l'ironie. Je ne sais pas où il se situe comme ça. Je pense que c'est les deux, parce que il y a ça dans toute la filmographie de Lynch, c'est-à-dire qu'il a à la fois une vision hyper mélancolique de l'Amérique. Lui, il a grandi dans le Midwest dans les années 50, et donc il voit cette région et l'Amérique avec un regard d'enfant. Mais en même temps, il y a tellement de violence et de passages sombres dans ses films qui tord un petit peu aussi ça. Et en fait, il y a une histoire qui est dans ses mémoires qui revient souvent, où quand il était petit garçon, justement, il jouait dans un petit bourg qui ressemble un peu à ce qu'on voit là. Le soir, dans la rue, il a vu une femme traverser la rue qui était nue et couverte de bleu, qui sortait en fait d'une scène de violence domestique dans le quartier. Et ça l'a profondément choqué puisqu'il était très jeune. Et donc la collision en fait entre l'Amérique parfaite, pavillonnaire, et cette violence-là qui se cache en fait derrière les murs de ces petites maisons pavillonnaires, c'est un truc qui a toujours obsédé David Lynch. Et je pense qu'il y a vraiment les deux dans sa filmographie. Et là, effectivement, le traumatisme de la guerre, il y a plein de choses qui viennent, et en même temps, il a toujours cette vision un peu americana, très vintage de l'Amérique, avec les petits diners sympathiques, tout le monde est sympa. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il a jamais vraiment réussi à réconcilier, et c'est pour ça que ces films sont si intéressants, parce qu'il y a toujours un petit peu les deux, une Amérique très très belle et une Amérique très très moche, quoi. D'ailleurs, la réconciliation, elle est omniprésente dans le film, même par rapport à l'alcool. Moi, je m'attendais pas à ce que la bière ne soit pas un vecteur d'une angoisse. Il est vraiment au bon endroit, et Miller Lite, c'est bon.
Et là, il y a beaucoup de publicité pour des marques américaines. Pepsi, Pizza Hut, Miller. Il y a plein de moments où tu te dis, putain, l'Amérique, c'est aussi c'est ce beau capitalisme. C'est très plaisant. Et alors qu'il n'a pas un rond, le gars. Les marques des tracteurs. Ouais. À mon avis, le film est financé par la marque John Deere. Et si elle ne l'est pas, c'est vraiment une bêtise du directeur Non. de production. Mais vraiment, il y a un truc de Le film a été fait réconciliation. avec 7 millions de dollars. Oh. Donc tout petit budget. Ouais. Et il a fait 6 millions au box-office, je crois. Donc pas un gros succès. Mais bon, de toute façon, les films de Lynch n'ont jamais cartonné au box-office. Quel est son plus gros carton? Bonne question. Non, j'avoue que je sais pas. C'est peut-être Elephant Man, mais je crois qu'Elephant Man, en tout cas, est celui qui a été le plus apprécié. Et c'est ça qui lui a ouvert plein de portes après. D'accord. Parce qu'il avait fait Eraserhead, personne n'avait rien compris. Et ça avait été apprécié par la critique, mais c'était quand même très très niche. Et puis il a fait Elephant Man, qui était plus grand public. Ouais. Et là, les studios lui ont ouvert leurs portes. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on lui a proposé Dune. On lui a proposé de faire Star Wars aussi. Il est devenu bankable avec Elephant Man. Donc je pense que c'est peut-être celui-là qui a eu le plus gros succès au box-office. Et il a fait Dune. Ça a été Un échec, une catastrophe, voilà, ouais. Et un traumatisme pour lui aussi, parce que c'était vraiment raté. Lui-même déteste le film, et à partir de là, il a voulu avoir Final Cut sur tous ses films, puisque il n'avait pas le droit de regard sur le montage final de Dune, et le film a été tellement charcuté que depuis, il a voulu avoir Final Cut partout, quoi. Et ça se comprend. Oui, oui, effectivement. D'ailleurs, mais le film est produit par Alain Sard, là, j'ai l'impression. Ouais, c'est quand même une production française. et en fait, qui a été un peu son sauveur, puisqu'il avait du mal à être produit par les Américains. Et Alain Sard, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est aussi en partie grâce à lui qu'il a pu faire Mulholland Drive. Et en fait, c'est grâce à la France, et notamment grâce à Canal+, que David Lynch a pu poursuivre sa deuxième partie de carrière, parce qu'il avait effectivement beaucoup de problèmes à être financé par les États-Unis, parce qu'on ne lui faisait pas confiance, et parce qu'il ramenait pas beaucoup d'argent, quoi. Bah, oui, et qu'il faisait des films très chelous. Oui, absolument. Est-ce que tu comprends néanmoins pourquoi ce film a été récupéré par Disney ? Moi, ça me paraît assez évident. Enfin, en fait, il a été projeté à Cannes. Il était en compétition. Il a rien eu. Mais c'est un mec de Disney qui l'a vu et qui s'est dit, on va acquérir les droits, on va le distribuer, quoi. Il y a quelque chose d'idyllique sur l'Amérique. J'imagine qu'il y a quelque chose c'est presque pédagogique pour les enfants. Ouais. Il faut pas s'embrouiller avec son c'est prochain. vraiment Les les valeurs familiales, famille, l'entraide. Il y a un truc aussi quand même qui me fait un peu lever les yeux au ciel à chaque fois, c'est les bâtons qu'il faut coller tous ensemble pour pas pouvoir les casser. C'est quoi ça? Tu sais, c'est quand il fait son barbecue avec la fugueuse. Et il lui raconte que la famille, c'est important, puisque donc elle pense que sa famille va la rejeter en apprenant qu'elle est enceinte. Oui. Et il lui dit, tu vois, un bâton tout seul, ça se casse, mais si on met plusieurs bâtons ensemble, ça se casse pas. Et ça, c'est la famille. Oui, d'accord. En gros, il faut rester soudés pour pas se casser, quoi. Et le lendemain, elle lui a laissé un petit tas de bâtons. Magnifique. Pour le remercier, voilà. Et moi, c'est le seul moment aussi où je me dis, bon, ok, c'est un peu cucu quand même. Ça l'est, oui, ça l'est. Ouais. Ouais, c'est un peu cucu, on est bien d'accord. Mais bon, après, t'as quelque chose de... Après, le film n'a pas marché, donc c'est chiant pour lui quand même de se dire j'ai fait un truc cucu et ça marche toujours pas. C'est vrai. Ouais. Mais c'est le seul film Disney de David Lynch, et je trouve que effectivement ça colle plutôt bien avec ce que Disney avait envie de véhiculer aussi. Enfin, en tout cas, le mec qui l'a acheté à Cannes, j'ai pas son nom, mais a décrit ça comme ça. Il s'appelle Franck. Il s'appelle Franck et c'est un mec adorable. Il était très ivre quand il a acheté le film. Il a pas vu toutes les scènes sur quand ils disent que les bébés sont morts, etc. C'est vrai. Il était bourré dans la salle. Et il voyait des trucs un peu cool, machin. Je vois pas Disney aujourd'hui faire ça. Tu penses? Ouais, je suis sûr. Bon, après, c'est vrai que Disney, là, à l'heure actuelle, c'est compliqué. Mais en tout cas, ça n'incarne plus quelque chose de... C'est fou, ce qui était familial à l'époque, moins, quoi. C'est pas un film feel-good, je trouve. Enfin, je veux dire, il se veut feel-good, mais tu le replaces aujourd'hui, c'est pas... Déjà, rien que les lenteurs de ce film, c'est fou comme Moi, j'avais envie de couper tout le temps, quoi. Ah ouais? Putain, j'ai envie de retourner. T'étais impatient devant le film Non, mais même, c'est très bien que justement, cette frustration, elle est importante. Mais j'ai envie de couper. Non, mais là, ta bobine, tu me la prends plus tard, et c'est là, tu me la coupes à la fin. Mais par réflexe, de dire, là, ça ne sert à rien. C'est vrai qu'il pourrait faire des ellipses à plein de moments où il le fait pas. Et moi, j'aime bien ça. En fait, j'aime bien la manière dont il montre tout le processus, en fait, parce que ça a été un processus très lent pour Alvin Strait. Et donc, le fait qu'il aille faire les courses, qu'il achète toutes ses saucisses, enfin, c'est sa fille qui va acheter les saucisses, et il va négocier le petit truc pour attraper les saucisses. C'est un peu barbant. Mais ça montre bien justement tout l'effort
que ça ait nécessité, juste pour qu'il aille rendre visite à son frère. Et c'est ça qui rend la fin d'autant plus touchante. C'est qu'on se dit, il a vraiment fait tout ça. Un voyage aussi pénible à 73 ans. Bon, l'acteur en avait 78, mais donc dans le film, il en a 73. Et on rappelle qu'il est décédé. Il est décédé d'atroces souffrances. Non, mais t'imagines, sous la pluie comme ça. Personne à 78 ans va se mettre pendant 6 semaines sous la pluie, dormir dehors, manger des saucisses crues et fumer des cigares à longueur de journée. Enfin, je sais pas, c'est un lifestyle quand même. C'est un lifestyle, mais bon, aujourd'hui, ça fonctionne très bien à Biarritz. T'as plein de gens à Haute-Gor, etc., qui sont dans ce délire-là. Et ça marche bien. Pour revenir à une scène hyper triste, la scène avec le vétéran, justement, dans le bar, t'en penses quoi ? En fait, ce qui est étrange, c'est que je l'analyse au prisme d'aujourd'hui, et c'est vrai que je trouve que c'est troublant de raconter frontalement, et j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce récit. Okay. Je me dis, il y a un truc, j'ai l'impression qu'il me raconte une idée et que c'est Disney. En fait, c'est c'est un récit de guerre selon Disney, quoi. Selon Disney. C'était pas suffisamment poétisé et ça manquait de. C'est bizarre, plus t'es précis, plus t'es touchant. Et là, c'était presque une fausse histoire. J'avais l'impression de voir une histoire d'un scénario. Il faut une histoire et il me raconte l'histoire du sniper et je me dis, ça se veut être une histoire. Donc je trouvais ça effectivement j'étais très distant. J'étais pas dans l'émotion, ça manquait de. Voilà, donc désolé. Bah ouais, je suis très triste, très déçue. Moi, je trouve ça assez émouvant, mais j'avoue que je pense que là, ça doit être la 5e ou 6e fois que je vois ce film, et elle marche pas tout le temps. Mais en fait, j'aime bien le calme de cette scène, enfin comme beaucoup de scènes du film d'ailleurs, mais je trouve que il y a quelque chose de très minimaliste dans toute la manière dont il a voulu mettre en scène ce film. Et sur cette scène précisément, en gros, il a voulu faire en sorte que ce soit très minimaliste pour les acteurs. Donc, il leur a dit, asseyez-vous, prenez un café, papotez pendant que j'installe mes caméras. Il a juste pointé une caméra sur l'un, une caméra sur l'autre, et il a dit, allez-y. Ouais, ça se sent. Et il a fait une seule prise. Et c'est d'autant plus remarquable. Enfin, je trouve que cet acteur qui joue face à Richard Farnsworth, qui te sort cette anecdote et qui a l'air complètement bouleversé par ce qu'il raconte. En fait, moi, ce moment m'émeut plus, effectivement, que l'anecdote de Alvin, qui est censée être plus triste, puisqu'il raconte qu'il était sniper et qu'il a accidentellement tué un ami à lui pendant la guerre. Mais ouais, c'est cet autre acteur, en fait, moi, que je trouve vraiment bouleversant. Absolument. Quoi. C'est exactement ça. Sur lui, je suis ému, alors que sur Alvin et les Chipmunks, pas du tout. Et je la compare à... Vous avez vu Les Dents de la Mer ? Il y a la fameuse scène des Dents de la Mer où il raconte le naufrage du bateau avec les requins qui les mangent. Eh ben, elle est très très découpée, cette scène, elle est très mise en scène. Il y a cette lumière qui pendouille, il y a un découpage qui est très précis, ils l'ont refait énormément. Et je me dis, il y a une contradiction sur la simplicité filmique, enfin vraiment le découpage, c'est juste un plan sur Alvin et le Chipmunk, et pourtant une histoire complètement factice. Alors que l'autre, effectivement, la simplicité de son histoire fait qu'on épouse bien la simplicité du filmage. Et du coup, il y a une contradiction sur Alvin. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve ça assez fort aussi. Tu parlais de la question de l'alcoolisme. C'est aussi la scène où on en apprend beaucoup plus sur Alvin et sur le fait qu'il a arrêté de boire il y a longtemps parce qu'il est devenu alcoolique en rentrant de la guerre. Et dans la scène, juste avant la fin, où il retourne tout seul dans un bar, on se tend un petit peu parce qu'il dit « j'ai pas bu depuis longtemps, je vais reprendre une bière ». Et en fait, je sais pas si tu as remarqué, il y a un petit effet sonore quand même à ce moment-là. Bien sûr, une nappe très 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 légère. Voilà, et en fait, on sent que ça peut basculer pour lui et que finalement, non, qu'il dit « bah non, merci, ça suffit, j'en ai bu qu'une et je repars, je vais voir mon frère ». Et là aussi, je trouve que c'est une vision assez lumineuse, mais pas non plus totalement naïve de l'alcoolisme, puisque Lynch nous indique très subtilement que ça pourrait dégénérer, mais en fait, non. Et je trouve que ce personnage-là, qui est immature à plein de reprises, qui veut pas accepter sa propre vieillesse, sa propre mortalité, a quand même une trajectoire assez émouvante dans le film, puisqu'il apprend à mettre sa fierté de côté pour son frère, mais aussi à se réconcilier avec plein de choses. Absolument, et d'ailleurs, en fait, je pense que c'est ça qui est émouvant dans la scène du bar avec l'autre vétéran, c'est que... on se dit qu'il a peut-être jamais admis cette histoire auparavant. Il dit, voilà, tout le monde a toujours cru que c'était un Allemand qui avait tué notre pote, alors qu'en fait, c'était moi. Et peut-être que ça le libère d'un poids, en fait, et que ça lui permet, à ce très vieil âge, d'avancer un petit peu aussi dans la vie. Ouais, absolument. Belle lecture. Ouais, merci. Ouais. Voilà. Avez-vous remarqué qu'il boit du lait, d'ailleurs, dans cette scène ? Est-ce que ça vous a dégoûté également ? C'est dégueulasse, il boit du lait, quoi. Mais c'est ça l'Amérique, on boit des grands verres de lait en Amérique, tu vois. Ouais, bien sûr, ça me dégoûte. Il m'a dégoûté. Non seulement il me dégoûte, mais en plus il dit qu'il a tué un homme et je trouve qu'il devrait être jugé. Je vais parler d'une autre scène où je vais avoir une anecdote hyper glauque et je suis désolée.
Mais c'est une scène que j'aime beaucoup, qui est plutôt comique. C'est la scène où il négocie le prix de la réparation de la tondeuse avec les deux frères. T'as bien aimé cette scène ? Ouais, c'était très fun. Eh bien, écoute, sache que ces deux acteurs sont John et Kevin Farley. C'était les frères de Chris Farley, qui était un humoriste de SNL, qui est mort à l'âge de 33 ans. Ok. Il devait être dans le film, il est mort, je crois, 1 an avant le début du tournage. Ok. Donc c'est un grand humoriste, qui a été, qui est aussi connu pour sa mort prématurée. Et donc eux, ils sont encore vivants. Oui, ils donc sont c'est vraiment encore les vivants. digués du glauque dans leur famille, mais eux, ça va. C'est vraiment que tu Non, mais il se cherches trouve à que nous Chris faire... Farley est le plus connu des trois aussi parce qu'il est mort, mais c'est un peu comme Mais il n'a River aucun Phoenix et rapport Joaquin avec le Phoenix. film, hein. Il n'est pas là, lui. Eh ben, il devait y être. Ah, il devait y être. Ouais, il devait y être. Et Pardon. surtout, c'est quand même une scène dans laquelle ils se font faire la morale à la fin parce qu'il Ouais. leur dit le truc le plus important dans votre vie, c'est votre frère. Ouais. Il y a personne qui vous connaîtra mieux dans votre vie que votre frère et il faut mettre un peu de côté tous vos différends et arrêter de vous disputer. Il était vous déjà êtes mort, le relous. frère, à ce moment-là. Ouais. C'est horrible. C'est horrible. Et Voilà. David au combo. Exactement. C'est pour ça que je voulais raconter cette petite anecdote, puisque David Lynch, effectivement, avait quand même le don aussi pour appuyer sur les mauvais boutons. Je suis sûr qu'il savait que le gars était malade et qu'il l'a pris pour ça. Franchement. Est-ce que tu as un cancer ? Oui, ok, viens jouer dans mon Ouais, film. Allez, viens. Ouais. Anecdote, Michel Gondry avec Jim Carrey sur Eternal Sunshine. Il choisit Jim Carrey parce qu'il est dépressif à ce moment-là. Bon, dans sa vie, de toute façon, mais il avait un épisode de dépression très, très violent. Mm. Et un jour, Jim Carrey, il raconte, je déjeune avec Michel Gondry en amont du tournage et je lui dis, écoute, je sais pas, parce que là, vraiment, ça va pas du tout. Il fait, ah, mais c'est génial, tu le fais, faut que tu le fasses, mais tu gardes ça, là, tu gardes ça. Reste dépressif. C'est quand même un Ça, truc très quand même. malsain, quoi. Donc, t'as pas eu peur pendant la scène où il dévale à toute vitesse Non. Mais c'était intéressant parce que vraiment, cette scène m'a gêné en termes de découpage parce que j'ai trouvé Elle est que un peu c'était très étrange. cheap. Mm. Je me suis dit, il y a un moment où j'aurai un plan large où je vais vraiment ressentir la vitesse. Et il va mettre un cascadeur et il va me faire une vraie cascade. Et non. Et donc j'ai Non, été c'est vrai. frustré. Et donc bravo David, tu m'as encore frustré. Il Non, y a ouais, un- c'est une scène qui était vraiment, tu sens que j'ai l'impression de... Soit évidemment comme c'est un génie et un grand cinéaste, c'est volontaire. Mais... Après, moi je pense que oui, c'est volontaire, mais c'est peut-être un film dans lequel Lynch est moins 100% lui-même, puisque c'est pas lui qui l'a écrit. Et donc, quand lui dit que c'est le plus expérimental, c'est peut-être pour ça aussi, peut-être parce qu'il devait se tenir à un script et qu'il a cherché des trucs, tu vois, pendant le tournage. Peut-être pour se réapproprier le film, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette scène, et bon, plein d'autres, mais c'est quand même un autre motif récurrent chez Lynch, la route qui défile très très vite. C'est un truc, Lost Highway Ouais, est oui, devenu oui. voilà, très, très célèbre pour ça. Et donc, il y a quand même plein de petits motifs lynchiens dans ce film-là. Les étoiles aussi, là, ça peut paraître un petit peu cucu dans ce film-là, mais c'est un truc assez récurrent qu'on avait notamment au début de la carrière de Lynch dans Eraserhead et dans Elephant Man. C'est des moments un petit peu poétiques de ces films-là. Et là aussi, c'est vrai que c'est assez joli, quoi. Enfin, moi, c'est ça qui m'a aussi donné envie de le programmer comme film de Noël. C'est ce Oui, côté un peu... voilà, on a envie de faire un câlin assez proche et C'est de vrai, regarder t'as les raison. étoiles, quoi. Ouais, t'as complètement raison, c'est vrai. Mm. Et ce qui est joli, c'est que je sais pas si ça vous a fait ça, mais est-ce que vous voyez le plan des étoiles qui bougent un peu? Mm. Vous êtes dit quoi? Oui, mais Nozal? C'est parce qu'en fait, il voit mal et du coup, en fait, tout se floute. Tout Bien joué. Parce que la Propre, vue, hein. la vue de Alvin, déjà pas très bien, ouais. Effectivement. Mm. Est-ce que vous avez remarqué, petite digression, il y a énormément de plans sur Alvin et les Chipmunks où le point n'est pas totalement net, quasiment tout du long du film. Et ce qui est étrange, c'est que logiquement, on aurait fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on aurait flouté les autres personnages parce qu'on est de son point de vue et il voit flou. Mais ce qui est malin, c'est que du coup, on a l'impression de voir flou quand on le regarde lui. Et sur les étoiles, qui se dit quoi d'autre? Moi, j'ai Très vu bien, j'ai les l'impression étoiles d'être à qui l'école. bougeaient parce qu'elles s'alignent. Et à la fin, les étoiles s'alignent. Oui, clairement, en fait, il y a 3 gros plans d'étoiles au fil du film. Un au tout début avec le générique, un pendant qu'il est avec la jeune femme enceinte, et un à la fin. Et c'est vrai que c'est pas exactement les mêmes. Donc, je pense qu'il y a une vraie progression, effectivement, bien observée, Xavier. Bravo. Eh oui. Et Ouais. avez-vous remarqué, donc l'acteur qui conduit le dernier tracteur sur la route, tu vois pas qui c'est lui? Non, qu'est-ce que tu vas nous dire? Alors c'est le neveu du Perchman en fait, et ils sont tous les deux morts. Mais tu sais que regarder un projet de David Lynch, c'est être confronté quand même à la mort de Bien beaucoup sûr. de monde. Si vous regardez Twin Peaks The Return notamment, qui a été un peu le point final de sa carrière et aussi pour moi son plus grand accomplissement. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ok. Et il a fait revenir quasiment tous les acteurs de Twin Peaks. Mm. Et ce qui était très triste, c'est que c'était 25 ans plus tard et qu'en fait quasiment tous les épisodes à la fin, il y a à la mémoire de machin, quoi, parce que Ouais. ils sont tous morts quasiment pendant le tournage ou après. Et je suis désolée.
Mais voilà quoi. Carrément. David Lynch. Bah oui, qui est mort lui. Et d'ailleurs, est-ce que je vous ai dit que David Lynch était mort aussi cette année? Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, j'étais à Los Angeles et je suis allée fleurir sa tombe. Il y avait quelque chose de particulier? Oui, il y avait beaucoup de gens qui avaient déposé des cigarettes. Ok. Des canettes de coca, des petits mots aussi de remerciements que j'ai tous lus sans aucune pudeur. C'était assez émouvant honnêtement. Enfin moi j'étais très émue parce que j'aimais beaucoup David Lynch. Ouais. Mais oui, donc voilà, clairement voir les films de David Lynch, d'autant plus aujourd'hui, c'est toujours un petit peu triste parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Qu'est-ce que tu as pensé de la scène finale, puisqu'il finit après moult pannes et rebondissements par arriver devant chez Lyle. Et donc pour toi il y avait zéro suspense, tu savais que Lyle serait vivant à la fin. Est-ce qu'il y en a quand même qui ont eu peur que Lyle soit mort ou... Ouais. Il est mort? Ouais, il est mort. Ouais. Pour vous, dans la scène de fin, il est mort? Non, l'acteur est mort. Ah oui, Harry Dean Stanton est mort, je confirme. Non. Ah ouais, ok, il est mort. Je confirme que Harry Dean Stanton est mort et que dans Twin Peaks The Return, il y a aussi un épisode qui lui est dédié, effectivement. Ouais. Ok. Voilà. Mais il était en vie pour ce film. Et donc, moi, je trouve cette fin vraiment bouleversante, cette scène de fin. Absolument. Est-ce que toi, ça t'a touché ou pas? Oui, c'était bouleversant, comme toi, je suis d'accord. Et ce qui était très subtil, c'est qu'il ne s'est pas du tout appesanti. C'est-à-dire qu'une fois qu'il dit le dernier réplique de Alvin and Chipmunk, c'est quoi déjà? Oui, Lyle. Ah, yes, I did, Lyle. Et la caméra commence tout de suite à panoter vers le haut. Elle ne nous laisse pas le temps de nous émouvoir sur lui, ce qui est super joli. Bah, j'aime bien, en fait, je trouve ça très pudique, et ses retrouvailles aussi, effectivement, son raccord avec les personnages qu'on a appris à connaître. On sait qu'il y a eu une brouille entre eux. Lui, Alvin, qu'on a suivi, on sait qu'il est très stoïque, qu'il s'attarde pas beaucoup, et donc effectivement, ça aurait été un peu une trahison de les voir s'embrasser à la fin et dire « Ah, je te pardonne ». Pas d'embrassade. Et là, voilà, c'est vraiment... ça reste un peu ce cliché du vieux cow-boy américain. Il se regarde un peu de biais. Vas-y, assieds-toi. Ok, moi aussi, je m'assois. Et en fait, ce moment où Harry Dean Stanton, qui est très fermé émotionnellement, découvre la tondeuse et à ce moment-là s'effondre. Enfin, moi, je trouve ça super beau, quoi. Et effectivement, il fallait prendre un acteur comme ça, de ce calibre, pour réussir à nous émouvoir en si peu de temps. Et prendre un grand acteur et lui donner juste une scène et lui dire, ok, tu vas juste faire ça, en fait. Tu vas t'asseoir et tu vas pleurer. Bah, je trouve que c'était très, très fort. Ouais, c'est vrai. Did you ride that thing all the way out here to see me? I did, Lyle. Toi qui es cinéaste, acteur, scénariste, réalisateur, quel est ton regard d'expert sur notamment la réalisation de ce film? Alors, non, mais franchement, vraiment, c'est David Lynch, donc c'est un moi, j'aurais mieux cinéaste, et franchement, je me sens ridicule de critiquer, mais de fait, je suis pas un énorme fan. C'est comme ça. Donc forcément, j'ai un regard, je suis touché par plein de choses, et il y a plein de choses très intéressantes, notamment dans la démarche. Ensuite, je ne peux m'empêcher, encore une fois, d'analyser le découpage et de me dire qu'il y a de la pauvreté. Et c'est évidemment volontaire de sa part, c'est évidemment... Et il m'a eu, je suis tombé dans le panneau. Mais de fait, je ne peux m'empêcher, quand je vois cette scène de poursuite, ou ces zooms sur lui quand il y a l'accident, ces effets pour créer je trouve que voilà, ça me dérange. Mais ça marche quand même. C'est cheap, mais ça marche. Bien joué. Bien joué. Ouais. Mais ça me dérange et Je pense qu'effectivement, c'est vraiment pas le film qui utilise la grammaire la plus commune pour David Lynch, et ça se sent. Mais je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose de tellement doux, en fait, dans ces chants à répétition aussi, qu'on voit les chants de maïs, tout ça. Et quand on sait en plus que il travaille avec des gens qui ont beaucoup collaboré avec Terrence Malick, ça a du sens aussi. Enfin, ils se sentent assez à l'aise, je pense, dans ce genre de paysage. C'est quand même, tu prends n'importe quel film de Malick, ou les premiers, tu te dis waouh, c'est fou, ces plans de chant chez Malick, et là tu prends ça, moi au début je dis waouh, c'est fondu, ces superpositions de plans, je me dis pourquoi est-ce que ce top shot mais pourquoi ce premier plan du chant, pourquoi tu prends ce plan? Il est pas beau? Pardon, je devrais pas dire ça, mais moi je suis sincère. Voilà, je suis sincère, je suis cache-pistache. T'es entier. Et je vous le dis, franchement, plein de fois, je me dis, tiens, c'est étonnant, esthétiquement, pourquoi? Non, mais je suis d'accord, et je trouve qu'il y a certains plans qui font... Enfin, après, peut-être que c'est parce que je sais que c'est un film Disney que je peux pas m'empêcher de le regarder comme ça aussi, mais il y a certains plans, effectivement, avec les couchers de soleil, tout ça, qui font un petit peu trop sucré, quoi, un petit peu trop doux. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça a toujours fait partie de Lynch, je pense, de sa personnalité. En tout cas, tous les gens qui l'ont connu disent que c'était quelqu'un d'extrêmement
naïf par moments, très doux, très sentimental, et qui a aussi toujours eu ce côté de violence, voilà, qui fait éruption de temps en temps dans ses films. Et là, t'enlèves un petit peu de violence et t'as un résultat qui est bien plus doux et un petit peu naïf aussi sur l'Amérique d'antan. Et d'ailleurs, lui, il en a parlé comme ça en disant en fait toutes ces petites fermes, elles n'existent plus. Maintenant, tout a été industrialisé. Enfin, en gros, cette Amérique-là qu'on capture dans le film, elle était en train de mourir déjà à ce moment-là dans les années 90. Aujourd'hui, elle n'existe plus du tout. Et lui, il a clairement une nostalgie pour cette Amérique avec le cow-boy qui fume. Enfin voilà, il a son chapeau de cow-boy, il fume son cigare. Il y a quelque chose d'un petit peu archétypal, comme tu l'as dit. Ouais. Et ça peut sembler peut-être un petit peu plus difficile à apprécier que dans des films un petit peu plus expérimentaux dans la forme de David Lynch, où du coup tout ça s'équilibre. Là, ça manque peut-être un petit peu d'équilibre. Mais je sais pas, moi je l'aime aussi pour ça. Tu aimes beaucoup ce film ? Ouais, c'est pas mon préféré de David Lynch, mais je l'aime parce que il est justement très différent du reste. Okay. Que la dernière fois que je l'avais vu, avant de le voir pour préparer ce podcast, c'était chez mes parents pendant les fêtes. Il passait à la télé et en fait j'ai zappé, j'ai vu et tout de suite j'ai fait oh génial et stop, on regarde jusqu'au bout quoi. Et si tu ne connaissais pas du tout David Lynch et que tu voyais ce film, qu'en penserais-tu ? Je pense que je le trouverais touchant, mais que j'y verrais peut-être moins tous ces petits côtés un petit peu violents, un petit peu sombres, que là je vais aller chercher aussi parce que je connais David Lynch et que je sais qu'il va toujours y avoir ça dans ses films. Clairement, je pense que ça me frapperait moins, mais je crois que la première fois que je l'ai vu, j'avais pas vu tous les films de David Lynch et justement j'étais surprise, enfin j'avais été agréablement surprise parce que je me disais ah ok, mais ça c'est un film simple, normal, attendrissant. Et donc, ça fait un petit break. Si on se fait un petit marathon Lynch, ça peut faire du bien d'avoir ça au milieu, en fait. Parce que... Si tu fais un marathon Lynch, oui. Ouais, Inland Empire, tu vois, c'est un peu plus costaud, quoi. Oui. Mais je vous le recommande aussi. Ça aurait été un très bon film de Noël aussi, mais c'est un peu plus hardcore, quoi. Enfin, pour ceux qui l'ont vu, clairement, on saisit pourquoi. Mais est-ce que tu as une réplique préférée ? Oui. Avec les jeunes, il y a vraiment la métaphore très efficace de la vitesse égale la jeunesse. Qu'est-ce qui est rapide ? Les vélos. Moi, j'ai trouvé ça très efficace. Et donc, évidemment, la scène, ensuite, elle est étonnamment efficace aussi. C'est vraiment un homme âgé qui parle à des hommes jeunes. D'ailleurs, c'est que des hommes, évidemment, c'est l'époque. Mais tu te dis, tiens, c'est vraiment... il n'y a vraiment pas de femmes. Et à ce moment-là, je me dis, tiens... c'est quand même touchant, il va nous parler, et il y a une réplique, je brode parce que je m'en souviens pas, vous comprenez, je suis en train de chercher. Si tu veux, je pense que je la connais par cœur. C'est quoi ? C'est quand il dit, c'est quoi le pire aspect de la vieillesse, c'est ça ? Avant celle-là. Ah, avant celle-là ? Ouais, il y en a une qui est un peu moins littérale. Quelqu'un s'en souvient ? C'est une des toutes premières répliques quand il parle. La vieillesse quand on est jeune. Absolument. Ouais. You don't think about getting old when you're young. C'est une très belle réplique. Et donc tu la préfères que le pire avec la vieillesse, c'est de se souvenir de notre jeunesse. Bah oui, parce que là, je vois la punchline. Moi, j'aime bien. Mais ouais, mais c'est une punchline, mais elle est tellement belle, elle est bien écrite, quoi. Oui, en fait, je pense que j'aime aussi... Tu m'as convaincu, bien joué. Non, mais j'aime aussi, moi, parfois, les moments d'écriture qui sont un peu évidents. C'est pareil dans la scène du bar, où il dit que c'est très triste, en fait, parce que tous ses potes de la guerre ont encore un visage jeune dans sa tête. Et il dit... The more years I have, the more they've lost. Moi, toutes les années que je gagne, c'est des années qu'ils ont perdues. Ouais. Pareil, c'est une punchline, c'est très écrit, mais en fait, je trouve ça très poétique et très évocateur, quoi. Absolument, tu as raison. Elle est belle, celle-là aussi. Ouais. C'est ta préférée ? Non, ma préférée, c'est... What's the number for 911 ? C'est quoi le numéro pour le 15 ? Ah bah, c'est génial, ça. What's the number for 911 ? C'est incroyable. Ah, c'est trop drôle. Et j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de ça dans le film. Ouais. Mais ouais, c'est très, très drôle. C'est vrai que c'est extrêmement drôle. Ouais. Et j'aime beaucoup le personnage de Sissy Spacek aussi, qui est pas souvent là dans le film, mais qui est hyper touchante, qui est une actrice qui a beaucoup de caractère en fait et qui est parfaite justement pour incarner ce rôle parce qu'on nous dit que elle est sous-estimée en permanence, mais qu'en fait elle a beaucoup de chiens, qu'elle est bien plus intelligente que ce que tout le monde croit. Et en fait le moment où il l'appelle, ça fait une respiration aussi dans le film parce qu'on est tellement avec lui et c'est frustrant comme tu dis. Enfin, il avance à 3 km/h et en fait là d'un coup on est ramené à Sissy Spacek qui elle aussi a le soulagement d'entendre sa voix et on a un petit peu de familiarité et on ressent le soulagement des deux personnages qui se parlent au téléphone aussi. Moi j'ai adoré qu'elle le fasse rire.
Ouais. Tu te dis, ah, c'est trop beau, en fait. C'est ça leur relation, c'est qu'il la trouve vraiment drôle, quoi. Ouais. En fait, la complicité qu'ils ont tous les deux, je la trouve très belle. Et pareil, c'est subtil. C'est pas non plus. Il en fait pas des caisses. Mais même quand il est justement en train d'accueillir cette fugueuse, il emprunte un ton paternel à un moment où il lui dit Eat your dinner, Mrs., qui est un truc que tu dirais effectivement à ta fille, quoi. Genre, finis ton plat. Bah, c'est très mignon aussi. Enfin, on sent justement, encore une fois, avec un personnage immature, que là, tout de suite, il y a le parent qui ressort, quoi. Oui, mais en même temps, c'est assez subtil. Toute cette scène est subtile parce que c'est le parent qui ressort et c'est un parent qui, je pense, qui met un silencieux, quoi. Il se met en silencieux parce que tu sens qu'il a tellement de choses, il a tellement vécu que il en place quelques-uns. Et l'autre réplique que j'ai adorée, c'est quand il dit à sa fille, Rosie, I've got to go see Lyle. And I've got to make this trip on my own. I know you understand. je sais que tu comprendras. Il capitalise sur son intelligence, en fait. Ouais, et elle vrai. dit I guess so. Et c'est mal traduit aussi, c'est traduit certainement. Ouais, sans doute. Il y a une subtilité qu'on n'a pas totalement, je trouve. Non, et puis ce qui est dommage aussi, c'est même si une histoire vraie, bon, le titre est rigolo parce que c'est une vraie histoire vraie, mais The Straight Story, ça marche tellement mieux parce que c'est le nom du mec, mais c'est aussi une histoire de route, de ligne droite, et aussi la seule histoire linéaire de David Lynch, donc la seule histoire straight de David Lynch. Donc ce titre original est merveilleux, en fait. Et c'est aussi une histoire hétérosexuelle. C'est vrai, tout à fait. Je pense qu'ils s'en rendaient pas compte, hein, mais c'est vraiment très hétérosexuel comme film. T'as raison. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un MVP? Là, je ramène un peu la tradition de l'autre podcast Ami, mais est-ce que tu as un MVP pour ce film, un personnage, un élément préféré? Le Dain. Bah, j'allais dire pareil. Le Dain. Qui était clairement un... Rip. Rip, ouais. 100% Rip, il était superbe. Ouais. Bah non, je dirais Alvin. C'est qui pour toi le MVP? Bah pareil, je pense que c'est le Dain. Ouais, clairement. Ou la tondeuse. Enfin, on peut dire quand même que Bien la sûr. tondeuse, si vous aimez les tondeuses et les gros tracteurs, t'es servi, ce là. film est Il est et pour pour vous. toi. Ouais. On a beaucoup de plans tracteurs. Gros On a même des plans POV tondeuse. Oui. Alors quand ils s'abritent sous la grange, sous la pluie, tout ça, t'as vraiment pauvre, t'es la tondeuse, quoi. C'est vrai. Pauvre, je suis une tondeuse dans un film de Lynch. Exactement. Donc au final, je pense qu'on peut dire que c'est un film assez expérimental. C'est le mot de la fin? Au pense. final, on dit que c'est un film expérimental. Et ben du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Xavier d'être venu. Merci à vous, merci à toi. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail en ce moment, te voir, te parler? Je suis tous les soirs ici au Majestic Bastille pour parler d'un Lynch. Pour parler Pour d'acteurs descendre morts. David Lynch. Ouais. Non, il y a des choses qui arrivent, il y a des films qui vont sortir. On surveille. Surveillez bien, surveillez bien. Soyez à l'affût. Très beau. Merci au Majestic Bastille de nous avoir accueillis. Merci Aurélie d'être toujours la productrice extraordinaire de ce podcast. Merci Rebecca pour la technique. Et merci à vous d'être venus nous voir. Vraiment, c'était mon premier live toute seule. Donc merci beaucoup. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Anaïs se fait des films sur Slate Audio ou votre plateforme de podcast préférée. Si vous voulez voir le dernier live de Ami, le podcast, sachez qu'il aura lieu le 27 janvier à l'Arlequin. Peut-être qu'on aura même un caméo de Xavier. Maintenant, t'es obligé de le faire. Ah merde, putain. Et sachez qu'on aura un autre live Anaïs se fait des films ici, le 14 février, où je programmerai un film romantique, puisque ce sera la Saint-Valentin, donc sans doute un autre film de David Lynch. Voilà, j'ai très hâte. Et vous pouvez également nous suivre sur Instagram, sur le compte Ami le podcast. Merci beaucoup, salut!